Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors glorifiez-le. Le glorifier, c'est lui dire merci de vous avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, de vous occuper de vous-même, de prendre votre douche par vous-même. Le moment le plus humiliant de l'être humain. Bon, je ne connais pas les autres, je dirais l'un des moments les plus humiliants d'un être humain, c'est de se voir, c'est quelqu'un d'autre lui faire la toilette. C'est très humiliant. Mais on n'y peut rien. La société veut que si tu es bien malade, alité, tu es handicapé, et que quelqu'un d'autre s'occupe de toi. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que si toi tu as eu la possibilité ce matin de te lever, de marcher, de poser ton corps soutenu sur tes deux pieds et par tes deux pieds, remercie Dieu. Si tu es capable de retrouver les repères sans demander à quelqu'un de te faire telle chose, remercie Dieu. Si tu es couché dans ton lit, tu respires, remercie-le. Si tu ne peux même pas voir, mais tu entends les gens parler, tu peux te déplacer, remercie le Tout-Puissant. Que tu n'entendes même pas, que tu puisses toucher et que tu ne vois même pas, remercie-le parce que tu as envie. L'espoir fait vivre. Aussi longtemps que tu as ce souffle-là, garde espoir. Demain appartient à Dieu et demain est un autre jour. Mais avant demain, la minute présente et la minute qui suit sont très importantes. Capitalise la présente parce que tu ne sais pas celle qui suit, ce qu'elle te réserve. Alors, c'est pour ça que je vous dis tous les jours, glorifier Dieu et célébrer la vie. Vous avez constaté que en début de semaine, j'ai eu un malaise. Malheureusement, il a été vite dissipé. Je suis allé à l'hôpital, c'était une indigestion. Il faut faire attention avec ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce qu'on a fait au cours de la journée. Il faut faire attention à comment on a passé la nuit. Ça nous permet de mieux préparer le prochain jour. Donc, soyez vous-même. Je vais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui ont quitté ce monde hier et qui quitteront au courant de la journée. Mais je vais avoir une grande pensée pour toutes les mamans camerounaises, pour toutes les mamans africaines, pour toutes les mamans dans le monde qui nous ont donné dans le monde aujourd'hui un nouveau bébé. Des nouveaux bébés. Quelque part, ils ont accouché 3, 1, 2, 4, 6, 8 d'un coup. C'est une grâce, c'est une bénédiction énorme. La femme. Je vous en parlerai prochainement. Ça, c'était juste une parenthèse. Mes chers amis, je suis venu parler ce matin d'une de nos compatriotes appelée Marie-Rose Messi. Je ne veux pas m'élargir sur tout ce qui a déjà été dit. Je ne veux pas m'élargir. Je veux parler très peu de temps. Et ce que je vais lui dire est important. Mais avant, je voudrais d'abord, pour toi, qui m'écoute et qui ne sait pas ce qui se passe, je voulais t'inviter à réécouter attentivement ce qui est reproché à cette dame à tort. Ce qui lui est reproché à tort. Ou à raison, mais c'est à tort. Ce qui lui est reproché. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vais vous expliquer ça. Je vous invite d'abord à écouter attentivement cette publication qui ne vient pas de moi. C'est une publication qui vient de là où les gens sont allés payer. Je pèse mes mots. Là où les gens sont allés payer dans cette compagnie-là. Vous allez comprendre. RFI, grand reportage, Jacques Alix. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents au corps de la Société de recouvrement des créances, la SRC, au Cameroun. C'est une institution assez discrète, mais qui gère d'énormes actifs publics. Et elle se retrouve au cœur d'un récit assez troublant. On parle de mauvaise gestion, d'influence et même d'une possible usurpation d'identité au sommet. C'est assez fou. Oui, tout à fait. Les enquêtes qu'on a pu consulter dessinent un tableau
digne d'un film presque. La directrice générale, Marie-Rose Messy, officiellement nommée en 2013, eh bien ses sources affirment qu'il s'agirait en fait d'une autre personne, Liliane Ateba, surnommée Lily. Et ce n'est pas juste une anecdote, hein. C'est présenté comme, je cite, l'anatomie d'un naufrage d'État. Ça en dit long. Alors commençons par ça, cette histoire d'identité. C'est quand même le point de départ sidérant. Donc, Liliane Ateba, comment ça aurait pu arriver, cette substitution? L'hypothèse principale qui ressort des documents, c'est un échange de papiers qui aurait eu lieu en France, à Créteil. La vraie Marie-Rose Messy, qui était une cousine de Liliane Ateba, était étudiante là-bas. Mais elle était très malade en phase terminale d'un cancer. Cet échange lui aurait donc permis à Liliane Ateba d'utiliser cette identité. Peut-être pour rester en France à ce moment-là, avant de revenir plus tard au Cameroun. Ah oui, d'accord. Et les témoignages? Ils sont forts apparemment, hein? Extrêmement forts. Les enquêteurs ont retrouvé d'anciens camarades de classe de la vraie Marie-Rose Messy. Des noms comme Amel Zamoul, Frédéric Wanisch. Et quand on leur montre la photo de la DG actuelle de la SRC, leur réaction est, sans appel. Ce n'est pas elle. Ils se souviennent d'une amie, décédée jeune. Une des témoins dit même, et c'est assez poignant, elle a volé une mémoire. C'est terrible comme phrase. Oui, et ce qui renforce le doute, c'est quand on confronte les informations. Le profil LinkedIn de la DG actuelle, il mentionne des études en France, entre 79 et 85, Paris-Est Créteil, Aix-Marseille 3. Et voilà, d'autres éléments, des témoignages, des traces administratives rapporteraient la placerait plutôt au Cameroun à cette période, inscrite à l'université de Yaoundé, à Ngoa et Kélé. Attends, donc en même temps en France et au Cameroun. C'est une contradiction majeure, oui, ça ne colle pas. Et les conséquences si l'identité est fausse, elles sont énormes, non? Tous les actes qu'elle a signés, contrat, budget, vente de biens de l'État, tout serait fait sous ce nom contesté, exactement. C'est toute la validité de ces actions qui a questionné. Et ça amène à se demander comment elle est arrivée à ce poste. Sa nomination en 2013, elle n'était pas issue des grands corps de l'État, des cercles habituels. Certes, elle avait un parcours interne à la SRC, stagiaire puis auditrice, mais DG, ça a quand même surpris pas mal de monde. Alors, l'explication. Les sources pointent vers quoi pour expliquer cette ascension fulgurante? Elle parle d'un réseau. Un réseau puissant de relations, de soutien, tissé au fil du temps. Des noms importants sont même cités, hein. Un ancien ministre de la Défense, Rémi Zemeka, un ancien directeur du cabinet civil du président, Martin Bellinga et Boutou. Ils auraient joué un rôle selon ces enquêtes. D'accord. Mais il y a des organes de contrôle au Cameroun, non? La CONAC, le Consup. Comment une situation pareille, si elle est avérée, aurait pu passer sous les radars? C'est justement là que ça coince, d'après les analyses. Malgré des rapports qui seraient vraiment accablants. De la CONAC, oui, du Consupet, de la Chambre des comptes. Et même si la DGRE, les services de renseignement, est réputée efficace, eh bien, rien. Rien n'aurait bougé. Il y a une phrase dans les documents qui résume assez bien le sentiment. L'administration aurait préféré ignorer la vérité. C'est fort. Ah oui, quand même. Et en interne à la SRC, sa gestion, comment elle est décrite? Les mots utilisés sont assez durs. Management décrit comme très centralisé, un climat de peur, de suspicion. On parle d'empire sous siège, de règne d'une reine sans couronne. Apparemment, dès son arrivée, il y aurait eu des remaniements assez brutaux. Donc, plus une tacticienne politique qu'une simple gestionnaire, si on lit entre les lignes. C'est un peu l'image qui se dégage, mais une stratège de l'ombre qui naviguerait habilement dans les coulisses du pouvoir, quelqu'un qui comprendrait les dynamiques politiques, qui saurait cultiver ses appuis, et, je cite encore, manipuler les règles sans jamais les enfreindre ouvertement. Ce que ça suggère, au fond, c'est que ce cas, il dépasse la personne elle-même. C'est ça. Il révélerait un système. C'est exactement ça. Un système présumé où les réseaux, les loyautés personnelles pourraient primer sur la compétence, sur la légalité, où le silence serait complice et les contrôles, inefficaces. Les auteurs se posent d'ailleurs une question assez dérangeante. Combien d'autres comme elle ont-ils été placés par les mêmes méthodes? Ça laisse entendre que ce n'est peut-être pas un cas isolé. L'illégalité deviendrait presque une méthode, c'est ce qu'ils sous-entendent. Forcément. Si une institution comme la SRC est dirigée par quelqu'un dont l'identité même est mise en doute, c'est la légitimité de toutes ces actions qui est en jeu. Et par extension, celle de l'État qui l'a nommée et maintenue en poste. Voilà. Pour résumer ce qui ressort de ces sources,
L'affaire SRC est présentée comme beaucoup plus qu'un scandale individuel. C'est comme une loupe sur des dysfonctionnements présumés de l'appareil d'État. Ça illustrerait comment, dans certains contextes, les logiques de réseau, les arrangements en coulisses pourraient prendre le pas sur les règles, sur la compétence et même sur la vérité des faits. Et ça nous laisse avec une interrogation pour finir. Si ces allégations sont aussi documentées que les sources le disent, qu'est-ce qui permettrait qu'une situation pareille dure? Quelle est la force réelle des contrôles, des contre-pouvoirs face à des réseaux d'influence décrits comme si puissants, si ancrés? C'est une question qui reste ouverte. Well, vous avez donc écouté avec beaucoup d'attention le récit des journalistes, la première armée internationale de la France, les journalistes, les premiers enquêteurs, les agents de renseignement, les journalistes, la première armée de la France, elle fait et défait. Leur enquête a été minutieuse. Ils ont enquêté, posé des très bonnes questions. Et dit bien après investigation, ils ont cherché. Ils sont très bien renseignés. Les informations sont claires et nettes. Alors vous comprenez que le dialogue entre ces deux journalistes est un dialogue d'un scénario de film, d'une pièce théâtrale. Il y a celui-là qui pose des questions, l'autre répond. C'est bien préparé pour captiver l'auditeur que je suis, que tu es. Dans la publication, dans cet édito, les exclamations sont, oui, je m'exclame, et toi tu reprends de l'autre côté. Elle le dit elle-même, la femme qui parle, hein, ceux qui ont donné les informations. C'est-à-dire que les informateurs, les auteurs de cette information se posent des questions. Les auteurs, qui ne sont pas n'importe qui. Parce que cette information ne vient pas de n'importe qui. Vous allez comprendre la suite. C'est-à-dire la rhétorique, le jeu de rôle. Vous comprenez ici que c'est un dialogue qui a été très bien travaillé. La question de celui qui est en face. Et les témoignages. Ils sont forts, hein, apparemment. Hein. Il faut réécouter ça. Et les témoignages. Ils sont forts et apparemment, hein, elle réplique. Elle dit extrêmement fort. Les enquêteurs ont retrouvé les anciens camarades de la vraie Marie-Rose Messi. Écoutez-moi attentivement. Extrêmement fort. Les enquêteurs ont retrouvé les anciens camarades de la vraie Marie-Rose Messi. C'est vrai, les enquêteurs ont retrouvé. Mais moi, ça me conduit à un autre scénario identique. Concernant toujours un fils d'Afrique. Là, c'est une fille d'Afrique. Elle est du Cameroun. L'autre était du Gabon. Président de la République. Les mêmes journalistes français, la première armée de France à l'international, sont les journalistes, nous disaient que les enquêteurs sont allés chercher les anciens camarades d'Ali Bongo qui nous faisaient comprendre que Ali Bongo avait un faux bac. C'est le même scénario qui revient. Ça me rappelle encore une autre troisième personne. Elle était aussi grande, cette personne-là. Elle n'avait pas la même fonction que Marie-Rose Messi ou Lili Ateba. Non. C'était Idriss Déby. Que vous disiez Idriss Déby à l'époque? Réécoutons ensemble. Parce que moi, je les ai comme dans ma mémoire. Je dors avec ces gens-là, je me réveille avec eux. Réécoutez Idriss Déby, ce qu'il disait à l'époque. Écoutez et regardez. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que s'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... Mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, c'est parce que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant.
la guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entresemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et là, aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que... Bien. Là, vous avez écouté Idriss Déby. Il accuse la France. C'est la France qui dit des choses. C'est la France qui vient accuser. C'est la France qui raconte les choses. C'est toujours eux qui instrumentalisent et c'est toujours les mêmes qui viennent dénoncer. Là, ce n'est pas Marie-Rose Messina. Ce n'est pas Lili Ateba. Pour ne parler que de ces deux-là. Là, c'est un président qui parle. Il était président du Tchad. Et l'autre était le président du Gabon, Ali Bongo. Vous verrez toujours que dans tout ça, les enquêteurs iront toujours chercher les anciens camarades. Les anciens camarades ont dit qu'ils viendront avec les noms. Ali Bongo n'avait pas de bac. Les anciens camarades de Liliane Ateba ont dit que non, ce n'est pas elle. C'est-à-dire qu'elle a détruit une mémoire. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des mots. Elle a détruit une mémoire. Elle a détruit une mémoire. Est-ce que c'est elle qui a donné le cancer que vous-même vous dites que si je m'en tiens à ce que vous dites, la vraie Marie-Rose Messina avait le cancer? Est-ce que c'est Liliane Ateba qui a donné le cancer pour qu'elle puisse détruire la mémoire? L'échange des papiers, mes chers amis, dans les pays français, je vous assure que la plupart des Africains s'échangent des papiers pour travailler dans ce pays répressif qui torture les gens. Les Français eux-mêmes envoient des gens en Afrique avec des faux noms pour mener certains nombres d'enquêtes. Ils vivent là-bas avec des faux noms. Ce n'est pas du fait des Africains, ce n'est pas les Africains qui ont commencé ça. Pour ne parler que sur ce volet-là. Le volet papier. Toute personne qui peut survivre en France sans papier trouve un moyen que voilà, s'échange des papiers pour aller travailler, pour nourrir sa famille. Mon cher ami, c'est régulier en France. C'est même devenu normal pour eux. La France, régulièrement, crée des faux terroristes, tout du moins des vrais terroristes avec des faux noms, les envoie dans des pays pour causer des actes terroristes avec des faux noms, avec des fausses pièces d'identité, avec des faux passeports français, mais avec des noms différents. Ça se passe en France. Je ne veux pas justifier ici ce qui s'est passé, c'est pour vous me faire comprendre que les mêmes qui accusent Liliane Ateba, ce sont les mêmes qui ont instauré ce système. Vous allez donc comprendre pourquoi est-ce qu'on s'attaque à Liliane Ateba. Dans le propos de ces gens, vous avez écouté des noms qui ont été donnés. Vous avez entendu clairement le nom de Rémi Zemeka. Vous avez entendu le nom de Martin Bellinga Eboutou. Ne serait-ce que cela. Mais il y a plus que ça. Cette femme, eux-mêmes disent qu'elle a été stagiaire
dans cette compagnie, la SRC, ils ne vous disent pas que cette compagnie-là était d'abord lead par un expatrié. Ils ont dit qu'elle a été stagiaire là-bas. Mais ce que ces gens malhonnêtes qui ont donné cette information et qui ont donné cette information à ces journalistes ne vous disent pas le travail que cette fille faisait là-bas dedans avant d'être nommée. Liliane Ateba ou Marie-Rose Messi ou whatever. On doit vous expliquer le travail que cette fille-là faisait là-bas. À l'époque, cette compagnie créée pour le recouvrement des créances était dirigée par un expatrié. Cette fille était stagiaire là-bas à l'intérieur. Mais en tant que stagiaire, quel a été le rôle principal de cette fille? Cette fille a aidé les noms qui ont été cités là et beaucoup d'autres, c'est-à-dire Rémi Zemeka, qui est un parrain de la plus grosse mafia africaine. Au-delà du Cameroun, Rémi Zemeka est un tueur froid. Yaoundé n'appartient pas à l'État. Yaoundé n'appartient pas aux autochtones. Yaoundé a été vendu. Des biens de l'État ont été vendus. Donc, le monsieur qu'on appelle Rémi Zemeka a une grosse part de biens avec d'autres pontes du gouvernement jusqu'à la présidence. Mais quel était le rôle de cette fille? C'est ce qui me dérange un peu dans ce qui se passe et dans ce que je vais vous dire à la fin. Pourquoi est-ce que ce document, cette information a été donnée là-bas aux Français, payés pour que ce soit publié? Tout ce qui est dit est vrai. Tout ce qui est dit là est vrai. Mais l'information n'a pas été donnée par un pigiste journaliste au quartier. Non. L'information a été donnée par des membres de la secte, les membres du réseau, les membres de la Pèdre. Quel était le rôle, le travail de Messina ou Messi, Marie-Rose Messi? Quel était son travail? Quel était le travail de Liliane Ateba? La même personne qui porte les deux noms apparemment. Cette fille-là, quand elle avait été recrutée dans cette structure, elle a aidé à faire disparaître des créances et effacer des créances de certains pontes du gouvernement qu'on ne leur retrace pas, qui se sont accaparés des immeubles, qui sont accaparés des terres, des crédits, des endettements dans les différentes comptes. Le Cameroun avait pratiquement près de 16 ou 17 ou 20 banques. Les banques sont tombées pourquoi? Les banques sont tombées parce que les Andie Tungi, les Rémi Zemeka, les Maté Bengueboutou et les autres ont pris des crédits là-bas qui n'ont jamais remboursé. Alors, en prenant des crédits, d'autres ont investi, acheté des immeubles, prenaient des crédits dans les banques d'État pour acheter des immeubles d'État. Alors, il ne fallait pas les retracer. Alors, cette fille-là, qu'on a fait rentrer dans cette boîte, avait pour mission d'aider à effacer les dettes, les crédits de certains pontes du gouvernement. Alors, ayant fait ce travail-là, le blanc étant parti, il fallait les livrer pour qu'elle continue à maintenir le travail, pour que le secret reste secret. Est-ce que tu comprends ça? Quand on te parle de faux noms, je ne m'attarde pas dessus. Au Cameroun, il n'y a que ça, la plupart des membres du gouvernement. Quand ils n'ont pas de faux noms des gens qu'ils ont tués, ils ont des faux diplômes qu'ils ont achetés avec de l'argent. À l'université, tout récemment, je ne vais pas vous donner le nom du directeur en question, ou du moins l'un des responsables du département de cette université-là, l'un des ministres au Cameroun a acheté la thèse. Alors, ce Camerounais, jeune Camerounais de la région de Yaoundé, qui a été nommé à ce poste et qui s'occupait de ça, a décidé de bloquer. Quand il est arrivé, on l'a nommé parce que lui aussi sort d'un réseau mamofion, sodomifion. On le nomme là-bas. Il trouve ce dossier-là. Il décide de bloquer. On l'appelle, on lui fait comprendre que non. Attention, c'est un membre de la maison. Le ministre est en fonction, un ministre délégué d'ailleurs. Il est en fonction en ce moment. Donc, quand tu n'as pas le faux nom, tu as automatiquement un faux diplôme. C'est comme ça que le régime a été bâti et c'est comme ça que le régime vit. Ce n'est pas une histoire de Liliane Ateba ou de Marie-Rose Messi. Non. Le système est comme ça. Le monsieur qu'on appelle le monsieur de la Paul Atangandji, est-ce que c'est son nom? Paul Atangandji n'est pas son nom. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse parce qu'on pourra passer la journée. Je vous ai dit, il ne veut pas être long. Je voudrais tout simplement déconstruire le fait que on prenne cette femme-là comme si c'était elle le mal incarné. Non. Marie-Rose Messi ou Liliane Ateba. Son père, qui s'appelait Ateba Yéné, il avait une boîte, Negrosco. Je pense que c'est comme ça que s'appelait cette boîte-là. Après ou avant le collège, la Madeleine. J'y reviendrai sérieusement sur les détails de cette affaire. Je vous dis donc que ce qui est le plus important ici, à noter, il va enlever
les lunettes de mon ami Augustine pour que tu regardes bien mon figure, comme dit mon ami Augustine, de, anglophone, de Bamenda. Ce qui est important à noter ici dans ce que je vais vous dire pour conclure, c'est que les jours de Marie-Rose Messi sont comptés. Les jours de Lily Ateba sont... La pètre de ce système-là l'a amené dans leur réseau. Après les avoir rendu des services, ils ont fait d'elle un objet sexuel. Elle a couché avec pas mal d'autres. Elle a rendu des services. Cette fille-là, cette femme que vous voyez, Liliane Ateba, elle est gonflée à bloc au même titre que la bombe Satan 2 de Vladimir Poutine en Russie. Elle est une mine d'informations.